Le corps, en fait, a perdu sa continuité. Il y a une continuité qui fait que je me suis levé le matin de mon lit et j'ai une continuité dans ma journée. Je me suis couché dans le même lit. Ouais. Et là, j'ai perdu. C'est quoi un événement traumatique? J'ai perdu cette continuité. Je veux remettre cette continuité-là. Donc, pour la remettre, il faut que je reprenne l'événement, que je le décortique et demander au corps qu'est-ce que le corps ressent. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très délicat, mais tellement important aussi d'aborder, le sujet des agressions sexuelles chez les enfants et surtout de quelle manière on peut voir s'il y a des signes chez les enfants qui existent et puis surtout de quelle manière traiter ces situations post-traumatiques. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le docteur Michael Aboulafia. Michael, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre et directeur du Machon Aboulafia, qui est un Machon de psychothérapie intégrative juive. Alors, on va en parler, hein, on va expliquer de quoi il s'agit. Alors, le sujet, c'est vrai qu'il y a une actualité assez brûlante autour de ces sujets, mais cette actualité, elle est, et vous le savez mieux que moi, toujours très brûlante, et ce sont malheureusement des événements qui se renouvellent très très souvent. Alors on a entendu un peu plus parler dans la communauté francophone ici à Jérusalem, mais on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler vraiment de quelle manière réagir quand il y a ce genre de situation. Alors je voudrais d'abord qu'on donne une définition. Lorsqu'il y a une agression sexuelle, l'enfant et la famille d'ailleurs se trouvent en fait dans une situation post-traumatique, c'est ça? C'est ça exactement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé trop vite, trop proche, trop fort, et le nefesh de l'enfant qui est un petit peu sensible n'a pas été capable de gérer cet événement traumatique, et donc il va rentrer dans un état post-traumatique. Il y a des étapes post-traumatiques qui sont aiguës, c'est-à-dire que c'est au moment où ça se passe, et puis des fois ça dure beaucoup de temps, ça dure plus de 6 mois, et ça s'appelle que c'est déjà chronique. Et dans tous les cas, il faut apprendre à traiter ça le plus vite possible pour empêcher que ça soit chronique. Alors, on va voir de quelle manière on peut, en tant que parent, avoir les signes qui nous aident justement à reconnaître cette situation de post-traumatique. Mais je voudrais me mettre du côté de l'enfant. De quelle manière l'enfant arrive à comprendre que ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui n'est pas normal qui s'est passé? Souvent, lui, il n'arrive pas à le comprendre. Souvent, le corps ne comprend pas. C'est-à-dire que le corps devient très hyperactif, le corps devient très prostré. Il y a des nitukim, des arrêts, des séparations, que la personne n'est plus avec toi, comme si elle était un peu déconnectée de la réalité. Des enfants qui refont pipi au lit, des enfants qui commencent à bégayer, des enfants qui ont des... Mais comment l'enfant... colère. Parce que on va dire que... Je pose des questions qui sont peut-être un peu... peut-être absurdes, mais... l'enfant, comment il reconnaît que c'est quelque chose qui s'est passé, qui n'est pas quelque chose qui est logique, qui est normal? Ça dépend de l'âge d'abord, ça dépend de quel âge. Un enfant avant l'âge de 8 ans, tout est inconscient. Il a très peu de conscience. C'est ça. Même dans la halakha, à partir de l'âge de 9 ans, un enfant, il est bar da'at. Il a l'interdiction d'être avec une femme, par exemple, à l'âge de 9 ans seulement. Donc avant l'âge de 8 ans, tout est inconscient. Donc tout passe par le corps, en vérité. Il y a des enfants qui ont été plus conscients parce qu'on leur a parlé. Aujourd'hui, c'est très important. Depuis le bas âge, on passe dans les écoles. Aujourd'hui, on apprend aux enfants que c'est interdit de toucher à ton corps, que ton corps, il est à toi, que si quelqu'un veut t'approcher, tu dois crier. On leur fait des séances de cris. C'est presque un traitement préventif, en fait. Préventif pour leur apprendre à se protéger. Ce qui est très, très, très important, c'est surtout d'apprendre aux enfants à faire sortir après ça les marques du trauma. Alors, on va parler de comment on arrive justement à faire parler l'enfant, à faire sortir ces expériences qu'il a vécues. Alors, quels sont d'abord les signes? Parce que je suppose qu'il y a des signes qui existent lorsque l'enfant a vécu ça, et que les parents peuvent vérifier, peuvent simplement avoir... Tout à fait. Il y a 3 groupes de signes qu'il faut connaître. Il y a des signes qui sont, on appelle ça intrusives, c'est-à-dire que l'enfant il a des images, des flashbacks, des images qui lui reviennent de l'événement traumatique, et des cauchemars la nuit aussi. Donc on voit un enfant qui a des cauchemars et qui a sans arrêt
qui se rappelle des choses qui l'ont arrivé. Il va faire ça, l'enfant aussi, avec ce qu'on appelle en anglais reenactment. Il va refaire ça avec des jeux. Il va jouer, par exemple, si c'est des abus sexuels, avec ses poupées. Il va faire les mêmes gestes, il va faire la même chose. Donc on va bien voir que c'est quelque chose de répétitif et de pas classique. La deuxième famille de signes, c'est des signes d'agitation, de grande colère, de manque de sommeil, de sensibilité au bruit. Il faut savoir que c'est un des signes les plus forts, que l'enfant ne supporte plus tout bruit, toute ambulance, quelqu'un qui mange à côté de lui, comme ça. C'est une très grande sensibilité au bruit. Donc quelque chose de très, très nerveux. Et la troisième famille de signes, c'est des signes d'évitement. Des enfants qui ne veulent plus aller au jardin d'enfants, qui ne veulent plus aller à l'école, qui ne veulent plus aller dans la rue, qui restent un peu prostrés dans leur chambre, etc. Donc, c'est 3 familles qu'il faut savoir reconnaître. Donc, dès qu'il y a un de ces signes, ou même 2 ou 3 de ces signes, il faut vraiment commencer à réagir. Parce que le problème, c'est que en fait, l'enfant ne sait pas dire les mots sur les mots M-A-U-X sur les mots. Ouais, mais le corps parle. Le corps parle. Donc, c'est le corps qui réagit et ce n'est pas la parole. Alors, une fois, justement, si on remarque ces signes chez un enfant, comment les parents doivent réagir? Alors, d'abord, il faut savoir que les stratégies de thérapeutique, elles sont finalement très simples. Oui. Finalement, on apprend à l'enfant et on apprend aux parents à faire parler le corps. C'est-à-dire que quand le corps parle, par exemple, quand l'enfant dit « j'ai peur, je tremble », ce n'est pas une maladie, c'est une guérison. C'est-à-dire que le corps, quand il tremble, quand la personne elle a de la fièvre, quand la personne elle a des maux de tête, des vertiges, des fourmillements dans le corps, tout ce qui se passe quand on a peur, ce n'est pas une maladie, c'est une guérison. Donc il faut apprendre simplement à faire ça. C'est-à-dire qu'on questionne l'enfant, on dit « qu'est-ce qui s'est passé ?» Et on arrête sans arrêt l'histoire. C'est-à-dire que l'enfant, il dit, il est rentré dans la pièce. Arrête, mon chéri. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? J'ai le cœur qui bat très fort. C'est super. Laisse-le battre très vite. Mm-hmm. Et comme ça, on va attendre 1 minute, 2 minutes. Le corps, c'est super. Laisse-le, les yeux fermés. Permets-toi de sentir faire parler le corps. Refaire, puisque le corps, en fait, a perdu sa continuité. Il y a une continuité qui fait que je me suis levé le matin de mon lit et j'ai une continuité dans ma journée, je me suis couché dans le même lit. Ouais. Et là, j'ai perdu. C'est quoi un événement traumatique? J'ai perdu cette continuité. Je veux remettre cette continuité-là. Donc, pour la remettre, il faut que je reprenne l'événement, que je le décortique en petites images sans arrêt, arrêter le film sans arrêt et demander au corps qu'est-ce que le corps ressent. Ça, c'est des techniques qu'on enseigne à nos élèves en psychothérapie. C'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui. On a un Zoom une fois par semaine qui est très important d'après moi. On l'a commencé, ça fait 1 an, mais on a commencé maintenant une nouvelle série. On apprend aux parents à traiter leurs enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on va à chaque fois enseigner un des instruments de travail thérapeutique, que chaque parent puisse être le thérapeute de son enfant. C'est-à-dire que, alors, l'idéal, c'est vraiment que les parents s'occupent de leur enfant? D'abord, c'est-à-dire en première ligne. C'est la première ligne, ils sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le traitement le moins cher et le plus facile. Le plus efficace. Si on voit qu'en tant que parent, on n'est pas capable, parce que c'est trop dur pour nous, ou que l'enfant n'est pas prêt à parler, etc., on a besoin des fois, bien sûr, d'une aide thérapeutique en 2e ligne. Mais ça doit être la 2e ligne. Après moi, il faut enseigner aujourd'hui. Aujourd'hui, on est rentré dans toutes les écoles. On est reconnu dans un programme qui s'appelle Geffen en Israël. C'est un programme extraordinaire qui permet à chaque école de nous prendre, par exemple, nous, nos élèves, nos thérapeutes, et que chaque enfant de Kita Aleph jusqu'à Kita Yudbet, donc de la 6e à la terminale, que chaque enfant apprenne ces techniques-là pour que si, à l'armée aussi, dans le futur, que tu vas vivre quelque chose comme ça de traumatique, tu sauras exactement comment te séparer de tout ce que tu vis. Ça travaille par les yeux, ça travaille par la respiration, ça travaille par le corps. Il y a des techniques extraordinaires qui sont très simples finalement. Et je pense qu'il faut les enseigner. Le corps, c'est le docteur en médecine, des fois mieux que le grand professeur de New York City. C'est-à-dire qu'on doit apprendre aux enfants à travailler avec leur corps, en fait. Mais les parents sont aussi des fois dans une certaine situation post-traumatique, même s'ils n'ont pas vécu. Ils se sentent peut-être responsables
de ne pas avoir été là au moment où ça s'est passé, etc. Comment eux, ils peuvent... comment on peut s'occuper d'eux? Là, on utilise dans notre Machon, et je crois en général dans la vie, un point d'ancrage qui est le point d'ancrage avec le ciel. C'est-à-dire qu'on a parlé maintenant du point d'ancrage avec le corps. C'est très important de travailler par le corps, mais aussi un autre point d'ancrage, c'est la émouna. Et la confiance, et le bitachon, et l'assurance de savoir que tout ce qui s'est passé, en vérité, on croit que la demande de Piasetzna dit la réalité, c'est la vérité. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on va rencontrer ce qui s'est passé sans culpabilité. Le Rabbi Tzadok HaKohen Milublin dit qu'en Israël, il n'y a pas de culpabilité, puisque 1 minute avant la faute, c'est toi qui as choisi de fauter. 1 minute après la faute, c'est déjà plus à toi, puisque c'est cette réalité qui est la sienne. Mmh. Donc maintenant, toi, tu vas prendre la responsabilité de la minute d'après. Ouais. Tu vas pas te tuer le cœur à te morfondre de culpabilité. Ça n'existe pas dans le judaïsme. C'est pour ça que 3 fois par jour... Pour arriver à cette étape, il faut quand même un certain travail sur soi. Bien sûr, donc il faut apprendre. Il faut apprendre qu'on apprend à penser positivement. Et après, il faut travailler, bien sûr, avec le corps. Mais c'est évident on dit qu'il y a 3 points d'ancrage qui sont essentiels pour le nefesh. Un, c'est la terre, c'est le corps, c'est la réalité, c'est en bas. Le deuxième, c'est le ciel. Et le troisième, c'est l'autre. Mm-hmm. C'est l'entourage, c'est le couple, c'est la famille, c'est la communauté, c'est le voisinage. C'est ce qui fait que je me réintègre petit à petit à une vie. Donc il faut travailler sur ces 3 points-là. Sur ces 3 points. Mm-hmm. Donc il y a un travail à faire sur ces 3 points. Que dit le... Enfin, on en a parlé déjà un peu, mais puisque vous faites de la psychothérapie intégrative juive, alors que dit le judaïsme? Est-ce qu'il y a des thérapies qui sont avancées par nos maîtres, par les sages, justement? Alors, il n'y a pas de thérapie par nos maîtres, par les sages, puisque nos sages ne sont pas occupés de ça. Ils sont occupés de donner une grande direction de pouvoir penser thérapie. Mmh. Et la thérapie n'a pas du tout commencé par Freud, elle a commencé par la création du monde. Bereshit bara, c'est le briout, en hébreu c'est la santé, et par la Torah que l'on a reçue, et par tout ce qui a été écrit. On peut dire que tout ce que les sages ont écrit, c'est des paroles de réparation. Comment réparer dans un monde qui est séparé? Comment créer l'unité? Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. De savoir que des fois, on est dans une réalité qui est un peu mécoutate, un peu séparée, un peu désintégrée. Comment est-ce qu'on réintègre toutes ces parties-là? C'est ça le travail de la Torah, c'est ça le travail divin, c'est ça ce que l'on fait quand on prie, quand on étudie, quand on fait le Shabbat, etc. Et c'est un peu ça ce qui se passe aussi lorsque justement on a eu un traumatisme, c'est un peu une sorte de réparation. Très important d'appartenir à un système intégratif. Parce que c'est ce qui se passe dans le nefesh de cette même personne, c'est une désintégration. C'est une espèce de perte de sens. Il y a des recherches très très poussées qui ont été faites par l'université de Bar-Ilan, dans lesquelles on voit que l'appartenance à un système émounite, de croyance forte, même chez les Arabes, même chez les ennemis. Et plus elle est forte, moins il y a des signes de post-trauma. C'est-à-dire que plus j'appartiens à un système de confiance, plus je me réintègre facilement, finalement. Alors justement, c'est la question que je voudrais vous poser pour terminer cette interview. Est-ce que lorsqu'on entend justement ces cas très difficiles d'enfants qui ont été abusés sexuellement, etc., est-ce qu'il y a des chances qu'ils s'en sortent? Complètement. Je pense que c'est le diagnostic le plus beau, en fait, de savoir que c'est une personne qui réagit de façon normative à une situation qui n'est pas normative. La personne, elle n'est pas folle, la personne, elle est normale. Donc c'est simplement une réaction, et on va apprendre à la personne à faire sortir cette écharde qui est entrée dans le pied, cette douleur qui est rentrée dans le nefesh. Et donc on peut dire que cette personne, finalement, elle est en bonne santé. C'est-à-dire qu'en fait, elle réagit simplement à ce qu'elle a vécu. Et il faut surtout rassurer les parents et les personnes, et de leur dire que tu n'es pas malade, tu ne dois pas avoir peur d'avoir peur, tu ne dois pas être triste d'être triste, tu ne dois pas être en colère d'être en colère. Tu dois te permettre de ressentir ce que tu ressens et d'aller voir. Bien sûr, on a créé un centre de psychothérapie, je crois, qui est très important. On prend des gens qui sont déjà
des gens qui sont dans le monde du traitement, de la thérapie. Ils étudient pendant 3 ans. Ouais. Ils deviennent, d'après moi, des thérapeutes extraordinaires parce que je pense que le fait qu'ils apprennent beaucoup d'instruments qui travaillent par le corps, par les yeux, par la respiration, et ils apprennent aussi le côté plus profond, je pense que ça fait une très très bonne thérapie. Je pense que... Alors c'est sur ces paroles quand même plutôt positives qu'on va terminer. Surtout le Zoom. Je pense on que va le rappeler, Zoom on va rappeler le Zoom donc qui commence bientôt. Qui va commencer la semaine prochaine en fait. D'accord. Et donc la possibilité de l'intégrer, donc un Zoom consacré aux parents. Hein. Pour les parents, il y a des centaines de parents. C'est extraordinaire, je pense. On mettra donc bien entendu la façon de s'inscrire à ce Zoom dans le pitch qui va accompagner cette émission. En tout cas, merci beaucoup, Dr Aboulafia, d'être venu nous rendre visite et à très bientôt. Shalom.